Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. Le remaniement tant attendu et tant commenté, même par anticipation, a enfin eu lieu. Le gouvernement Akhnouch II est donc désormais connu. Sur le plan de sa structure, rien de changé, puisque les trois partis constituant la majorité sont toujours les trois partis constituant la majorité. Au niveau des départements, on relèvera que les ministres de souveraineté sont restés inchangés et que les autres ministres pleins du gouvernement Akhnouch I ont été maintenus à l'exception de quelques-uns. On constatera que les chefs de parti sont restés dans leurs fonctions. Fatem Zahra Mansouri à l'habitat, au logement et à la politique de la ville. Mohamed Mehdi Ben Saïd à la jeunesse, culture et communication. Et Nizar Baraka à l'équipement et à l'eau. Et même Abdel Fouhabi, ministre de la Justice et ancien secrétaire général du PAM condamné par temps, reste. Par ailleurs, de nouveaux noms sont arrivés, généralement peu ou pas connus du grand public, pour certains ministères pleins, grands ministères, et 6 secrétaires d'État ont fait leur entrée au gouvernement, les premiers depuis l'arrivée de Aziz Akhnouch aux affaires. Nous allons donc, avec nos invités, commenter et analyser cette nouvelle équipe Akhnouch II qui sera en charge immédiate de faire passer le PLF 2025 au Parlement. Avec nous pour en parler, c'est Ibrahim Rachidi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz. Marhaba, vous êtes avocat. Bonsoir, c'est Anwar. Vous êtes avocat, je vais le dire quand même, vous êtes économiste aussi, vous êtes membre du bureau politique de l'UECFP. Encore une fois, bienvenue. C'est Anwar Sabré, bonsoir. Merci d'être avec nous aussi. Merci. Vous êtes député RNI, président du groupe thématique parlementaire sur l'intelligence artificielle. Alors, on commence par une impression générale. Quand vous avez pris connaissance de la liste des membres du gouvernement Akhnouch, on commence par vous, Maître Rachidi. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je voudrais tout d'abord commencer par une précision importante. La Constitution marocaine de 2011 permet au chef du gouvernement de choisir des ministres qu'il estime efficaces et nécessaires pour son gouvernement, et c'est Sa Majesté le Roi qui les nomme. Donc toute erreur de casting incombe directement au chef du gouvernement et non pas à Sa Majesté le Roi. Ça, c'est la Constitution. Première impression que j'ai, je pense que tout ça pour ça. Tout ça pour ça, il reste 2 ans. Il reste 2 ans pour que la législature se termine. Comme vous le savez, vous êtes un grand routier de la politique. 2026, ce sont les élections municipales et législatives. Seulement législative, 2027. Législative, donc une année pleine, et l'année 2026, on va préparer les élections. La nomination de 6 secrétaires d'État va poser un problème qui se pose dans toutes les démocraties. C'est le problème de la détermination des compétences des uns et des autres, et des frontières entre le ministre, entre les pouvoirs du ministre et les pouvoirs du secrétaire d'État. Et puis, il y a certaines nominations qui sont pas bien comprise. J'aimerais bien savoir la méthodologie qui a abouti à ces nominations, à ce choix de personnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais on peut le faire si vous voulez après. Qu'on entre dans le détail ou pas, Ibrahim Rachidi, quel que soit le profil qui aurait été nommé, il y aurait toujours des choses à dire de toutes les manières. À un moment ou à un autre, il faut faire un choix. Non, mais il y a des domaines techniques. Il y a des domaines, moi je ne remets pas en doute la compétence des nominés. Il y a un atout, que c'est la première fois où la plupart sont des membres des partis politiques composant la majorité, les 3 partis. Donc il n'y a plus de parachutage. À ma connaissance, peut-être je me trompe. Ça c'est très positif. Ça veut dire qu'on est en train de meubler la Constitution de 2011 parce que la Constitution de 2011 permet Sa Majesté nomme le chef du gouvernement issu du premier parti qui a eu les élections. Ça, c'est déjà un point Article positif. 47 de la Constitution. Ça, c'est déjà un point positif, mais je pense qu'il y a des secteurs stratégiques. Je peux citer 2, 3. 1, l'enseignement. Je ne comprends pas comment un domaine très technique qui nécessite une technicité, une connaissance des arcanes de l'enseignement puisse être confié à un monsieur, aussi compétent soit-il, qui n'a rien à voir avec le domaine de l'enseignement. La gestion d'entreprise n'a rien à voir avec le domaine. Quelqu'un qui n'a pas démérité, il faut le dire, M. Ben Moussa n'a pas démérité, avec tout le background qu'il a en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de la primature, ambassadeur, etc., il n'a pas réussi.
Je garde de très bons souvenirs d'un certain c'est Mohamed Hassad ou Feu c'est Mohamed Louafa. C'est des gens des domaines. Pas spécialement, c'est des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Hassad est un ingénieur. Oui. Mais il y a une différence entre. Peut-être ce monsieur a réussi dans la gestion de ces entreprises. Et je lui souhaite plein succès parce que, quand même, c'est un domaine qui est très difficile. Deuxième chose, et c'est une très bonne chose, c'est le départ de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Parce que l'arrogance avec laquelle il traitait aussi bien les futurs médecins que leurs problèmes, vraiment, on avait atteint des limites presque supportables, heureusement. Et l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui est du Sérail, parce qu'il était très proche de nous. Moi, je croyais qu'il était à l'USFP. Je ne sais pas, mais ce n'est pas là le problème. Il est enseignant, il est président d'université, il connaît le domaine. Et je suis sûr qu'il va pouvoir dégoupiller la bande des futurs médecins. Alors, troisième nomination, c'est la santé. Et Taleb, moi je pense qu'il n'a pas démérité. L'actuel, c'est un communicant qui fait partie de l'entourage proche du chef de gouvernement. Et je n'ai pas compris la méthodologie qui a permis d'avoir ce casting. Voilà. Vous revenez à la méthodologie. Alors, j'ai commencé par lui, Anouar Sabri. Lui, c'est l'USFP, Brahim Rachidi, c'est l'USFP. C'est un discours d'opposition que nous venons d'entendre. C'est pour ça que j'ai commencé par lui. Et je vous laisse maintenant répondre et réagir à tout ça. Sincèrement, quand on a appelé au remaniement hier, personnellement, je trouve qu'il était nécessaire aujourd'hui, vu le contexte dans lequel nous vivons, vu les dossiers et les défis et enjeux que vit notre pays, c'est clair qu'une redynamisation du gouvernement était pour moi nécessaire et souhaitable. Il était clair qu'il y avait quelques secteurs, et c'est Rachidi en a parlé, qui avaient besoin d'être redynamisés. Et la redynamisation, elle arrive de changer de dirigeants et de meneurs de projets. Avant, il y a un élément très important, l'khtisas. Si Rachidi a parlé de l'khtisas, personnellement, je trouve que être à la tête d'un ministère ou à la tête d'un département nécessite un savoir-faire. Pas toujours dans le domaine dans lequel on est. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de corrélation entre la formation et le département. On est bien d'accord. Et c'est important de le mettre en place. Nous avons besoin de compétences, de gens qui savent gérer des dossiers. Aujourd'hui, la feuille de route du gouvernement a été claire. On est dans la continuité de cette feuille de route. On a besoin de personnes capables, comme je le dis et je le redis, de redynamiser un peu ces feuilles de route. Et il ne nous reste sur ce gouvernement que 2 ans. Et ces 2 années ont besoin d'un petit... Alors, justement, je reste avec vous, Anouar Sabri. Vous êtes RNI, vous êtes donc du parti conduisant la majorité. Quand vous dites redynamiser, ça rappelle un peu une métaphore footballistique quelque part. On rentre les remplaçants. Un remplaçant qu'on rentre à la 85e minute ou à la 75e minute peut apporter du 109 parce qu'il est reposé, parce qu'il n'est pas fatigué, parce que ce n'est pas forcément valable pour un gouvernement, sachant que quand vous dites qu'il reste 2 ans, il ne reste pas 2 ans. À partir de 6 mois, vous savez bien qu'à partir de 6 mois, 8 mois avant les élections, on rentre dans une autre logique. Donc est-ce que vous pensez vraiment que c'était le moment de faire ça? Première question. Deuxième question, vous pouvez y répondre aussi, Brahim Rachidi. Quand on change, contrairement à la métaphore footballistique, quand on change un responsable gouvernemental, c'est que quelque part il a failli.
Donc, est-ce qu'on peut considérer que Chakib Ben Moussa, non, parce qu'il a été nommé au HCP, mais Abdelatif Miraoui a-t-il failli, Mohamed à l'enseignement supérieur, Mohamed Sadiqi, qui est du RNI, a-t-il failli à l'agriculture, Mohamed Abdeljalil a-t-il failli au transport, et ainsi de suite? Sincèrement, il faut un temps pour chaque action et pour chaque période de l'action gouvernementale. Là, vous faites de la politique, là. Non, je pose une question précise. Je parlais tout à l'heure, avant de commencer l'émission, j'ai parlé et j'ai dit, d'ailleurs à M. Rachidi aussi, que j'ai pas ma langue dans ma poche. Quand je pense quelque chose, je le dis, et si je ne le pense pas, je ne le dirai pas. Alors pourquoi on le changer? Dans n'importe quelle action, et même on sortira même du gouvernement, dans n'importe quelle action, que ça soit managérielle ou autre, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on change et on redynamise que quelqu'un a failli à sa mission ou à ses objectifs. Aujourd'hui, il était temps, sur des secteurs aussi stratégiques que l'éducation, la santé et le numérique, puisque c'est les gros, je dirais, c'est les headlines de ce changement au niveau du gouvernement, qu'il était temps de redynamiser. Et de toutes les manières, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'à 6 mois, on commence à préparer les élections. Quand un ministre ça c'est ma conviction maintenant, c'est votre avis, je le respecte, quand un ministre est en fonction, il ne doit pas faire des élections. Donc, aujourd'hui, ils vont être en fonction pour mener à bien toutes les réformes que ce gouvernement est venu pour mettre en place. Bien sûr, je ne parlerai pas de notre bilan, parce que le bilan est personnellement, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, est très réjouissant. Et dans la ligne réelle du discours de Sa Majesté, quand il a tracé les deadlines de l'État social, aujourd'hui, je trouve que ce gouvernement a mis en place et a mis au bon moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retard au niveau des échéances qui ont été tracées par Sa Majesté Allah Yansro. Je vous laisse commenter Brahim Rachidi, mais je vous laisse aussi commenter ce terme que j'ai retenu en passant de M. Anwar Sabri, le bilan réjouissant. Donc, réjouissant, j'aime bien le terme, il veut dire ce qu'il veut dire. Moi, vous ne me tenez pas au mot, mais je suis heureux d'appartenir à une coalition et à une majorité qui a pu faire et avancer des réformes aussi profondes et qui ont touché directement les citoyens. Brahim Rachidi, le bilan est il a repris le mot, le bilan est positif, on va dire. Positif. Monsieur Anwar Sabri, je le remercie pour sa franchise, mais il n'a fait que répéter ce qu'a dit le chef du gouvernement à Agadir quand il a dit. C'est normal. Quand il a dit. Je suis désolé sur répéter, je ne suis pas d'accord. Je termine la phrase, si vous permettez. Avec plaisir. Mais répéter est un peu péjoratif pour ma personne. Pardon, je retire répéter, mais. Reprendre. On va dire reprendre. La reprise. Il a repris la déclaration faite par le chef du gouvernement quand il a dit ce gouvernement a fait en 3 ans ce que nous n'avons pas fait, ce qui n'a pas été fait en 30 ans. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est M. Arnouch qui l'a dit. Il a dit dans la réunion d'Agadir. Il l'a dit même dans le bilan, il a dit. Il a oublié tout simplement qu'il était ministre pendant 14 ans dans les anciens cabinets. Le bilan économique est catastrophique, cher ami. Excusez-moi de vous le dire. Vous savez combien ça coûte le kilo de viande de mouton aujourd'hui? À votre avis, ça coûte combien? Cher, on va dire. Je peux répondre tout de suite? Non, parce que vous me posez une question, vous m'interpellez, je vais répondre tout de suite. Allez-y. Aujourd'hui, vous êtes en train de déplacer la discussion vers l'inflation. Je ne la déplace pas, c'est la réalité des Marocains. Alors l'inflation... Ça coûte combien de kilos de viande? Aujourd'hui, mais analysons, nous ne sommes pas des gens qui sont en train d'écrire des messages sur des petites bannières, sur des posts sur les réseaux sociaux. Nous sommes des gens qui regardons les choses de manière factuelle. Et factuelle dit qu'aujourd'hui, l'inflation, elle arrive d'un élément très important, c'est l'inflation importée. On n'est pas le seul pays
qui est dans cette inflation. Ce n'est pas ce que dit Banque El Maghreb, qui est quand même une institution à laquelle on peut donner crédit. Je fais le parallèle avec l'Argentine. Vous savez très bien quel est le problème qu'a l'Argentine. Ils ont une inflation de 227%. Vous voulez qu'on soit comme l'Argentine? Non, on est beaucoup mieux que l'Argentine. Ne nous comparons pas à des je dirais les comparaisons. Je vous laisse débattre entre vous. Merci, mais de toutes les manières, moi, comme j'ai dit, je vais pas. Posé une question. Combien ça coûte un kilo de viande de mouton aujourd'hui? Pourquoi je vais en Argentine? Moi, j'étais au Dralef en train de faire les courses. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le kilo de viande de mouton est à 140 dirhams. Et de l'achète aux abattoirs à 100 dirhams. D'où vous avez lu le PLF 2025. Alors, on va arriver au PLF en fin d'émission. Moi, je parle du quotidien du Marocain qui va faire son marché. Il ne va pas manger le PLF, le Marocain. Soyez réaliste, Sabri. Soyez réaliste. Il va avoir un impact direct sur sa vie. Je parle du pouvoir d'achat des Marocains. Aujourd'hui, vous dites l'inflation importée. Le prix du baril du pétrole aujourd'hui est de $75, inférieur au prix qui était pratiqué avant la guerre du Golfe. Il est anormal que les Marocains continuent à payer 11,45 le litre de mazout. Vous avez oublié qu'il y a une sécheresse au Maroc qui sévit depuis quelques années. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Si vous voulez bien, on va revenir quand même. Parce que c'est le remaniement du gouvernement. Je termine parce que je parle. Il m'a dit que non. Je respecte. De temps en temps, j'interviens pour vous dire on revient au remaniement. Non, je reviens au remaniement parce que moi, je pense que l'actuel gouvernement, à part les chantiers royaux, comme ça a été dit par M. Sabri, la couverture sociale qui est un chantier royal, nous sommes pour. Nous, dans l'opposition, sur lequel on applaudit. Quand il y a une augmentation de salaire, on applaudit. On dit, il y a des choses qui se disent sur la protection. Nous faisons une opposition constructive. Mais ceci ne me dispense pas d'oublier le vécu quotidien du Marocain, avec la hausse des prix des produits agricoles, avec la hausse des prix. Le pétrole, c'est l'ubiquité des pétroles, il existe dans tous les secteurs. Donc, il est anormal que le Marocain aujourd'hui paye le litre de diesel à 11,47, alors que le litre du baril, le baril de pétrole est à $75. Le prix réel aujourd'hui, bénéfique, avec 1 dirham de bénéfice pour les sociétés de distribution, c'est 9 dirhams. Alors, si on revenait au remaniement, parce que là, on part sur une autre discussion sur l'inflation. Le remaniement, pour moi, a tardé. Mais il y a des conditions objectives. Pourquoi? Parce que les partis qui composent le gouvernement avaient des problèmes internes. Le PAM et l'Istiqlal, pas le RNI. Le RNI, il n'y avait pas de problème. Le PAM, il avait un problème de direction. Non, on n'a pas de problème. Le PAM a fait un congrès, ils ont débarqué l'ancien secrétaire général, ils l'ont remplacé par 3 dirigeants. Entre-temps, ils ont débarqué un autre dirigeant, ils l'ont remplacé par une autre dirigeante. C'est une affaire qui est interne au parti, je respecte la démocratie interne du parti. Le parti de l'Istiqlal, pendant une année, tout d'abord, il a tenu son congrès en dehors des échéances normales. 2 ans après, 2 ans et demi après. Pendant une année, il n'avait pas de conseil national. Comité exécutif, 6 mois. Non, une année conseil national, il n'y avait pas de conseil national. Ah, le conseil national, d'accord, je pensais que vous parliez du comité exécutif. Et pendant 6 mois, il n'y avait pas de... Donc, c'est des conditions objectives internes au parti. C'est pour cela que le remaniement a tardé. Pourquoi? Parce que dès la nomination de ce gouvernement, il y avait des couacs et des bavures. Rappelez-vous de la nomination de la ministre de la Santé à l'époque. Alors, elle, c'est RNI. Elle, c'est RNI. Même pas une semaine. Et on a fait appeler M. Aït Taleb, qui n'a pas démérité, qu'on a débarqué encore cette fois-ci. Tout ça, ça entraîne un certain nombre de questions. La situation économique fait que ce remaniement ministériel, je souhaite la réussite pour ce gouvernement. Mais il ne va rien changer au vécu quotidien des Marocains, qui sont vraiment entre le marteau et l'enclume avec la hausse des prix. La hausse des prix, avec le chômage qui augmente, 13,7%. Il y a une maîtrise de l'inflation. Et c'est heureusement que le ministre de l'Agriculture est parti, parce que quand même, l'importation aujourd'hui, on entend l'importation du cheptel. Alors, on va le laisser répondre. Dans l'émergence, si vous voulez bien, vous réagissez rapidement parce qu'on continue sur nos questions concernant le remaniement. On a fait une petite digression sur l'inflation. Je vous laisse quand même répondre par rapport le débat. Au pouvoir d'achat, c'est clair qu'il a été, ces dernières années, un peu stressé. Je dirais qu'il y a eu un stress au niveau du pouvoir d'achat et qui était très... C'est joliment dit. C'est Cédric. Merci. Et donc, il a été sous stress. Donc, ce pouvoir d'achat est clair
c'est-à-dire qu'il faut qu'on décortique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu mettre le point sur un élément très important. Nous ne sommes pas des gens simplistes où on va aller voir un élément dissocié de tout son contexte. Le contexte aujourd'hui est le suivant. On est réellement sous stress réel, et ça devient structurel, de cette sécheresse qui a, en l'occurrence, qui a impacté le travail, qui a impacté ce taux dont vous parlez du chômage. Parce qu'on sait très bien que quand il y a une sécheresse, une grande partie de la population active, elle est au chômage. Pourquoi ? Parce qu'on connaît très bien le volume que représente l'agriculture dans le taux d'employabilité au Maroc. Le gouvernement est en train de travailler sur ça. On a, et je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je parle, j'irai de manière, en tant qu'observateur de tous ces changements. Vous êtes acteur. Vous êtes député RNI, vous êtes acteur. Oui, je suis acteur et j'assume cette action. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et en train de défendre des éléments qui sont factuels. Alors une question, Anouar Sabri, si vous voulez bien, je vais les poser pour avancer sur le remaniement, parce que je reviens à remaniement. Sujet, c'est le remaniement, pas le citoyen. Si. Le remaniement, c'est le remaniement d'un gouvernement qui gère les affaires des citoyens. Oui, mais comment gérer les affaires des citoyens, c'est la question que je vais vous poser. Quand vous parlez d'agriculture, alors il y a 3 ministères qui ont changé de titulaire, l'éducation nationale en plein doute, l'enseignement supérieur en pleine crise et l'agriculture, je ne vais pas dire en pleine sécheresse, mais en pleine pénurie d'eau, en pleine pénurie d'eau. Si Mohamed Sadeghi part, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quelque part une défaillance parce qu'il y a toute une politique agricole qu'il faut revoir à l'aune d'un pays en pénurie d'eau? Mohamed Sadeghi a succédé à l'actuel chef de gouvernement qui est resté ministre de l'Agriculture pendant 14 ans. Il y avait plusieurs plans, plusieurs... Sadeghi était secrétaire général aussi du ministère. Pendant que Sadeghi était secrétaire général. M. Sadeghi part après 3 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a là peut-être une mauvaise évaluation de la situation? Quand M. Sadeghi est arrivé à l'agriculture en 2021, nous étions déjà à 2 ans de sécheresse. Il n'y a pas eu de politique de changer véritablement agricole. On attend toujours la pluie, on attend... Est-ce que vous ne considérez pas en tant que RNI, vous ne parlez pas au nom du gouvernement, mais vous pouvez parler au nom de la majorité ou au nom du RNI, ou alors au moins vous les représentez? Moi je parle à mon nom et en tant qu'acteur et observateur. Alors gouvernement, remaniement et citoyen, l'agriculture, il y a un problème. L'agriculture, aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas réellement de problème. Il y a on a des marchés qui sont bien approvisionnés. Déjà ça, c'est l'approvisionnement des marchés arrive déjà de cette politique agricole qui a été menée. À quel prix? Oui, mais en parlant déjà d'un élément important qui est celui de la disponibilité. L'agriculture, c'est clair, c'est la disponibilité de la denrée, je dirais, du produit agricole. Aujourd'hui, on a de la disponibilité. Je ne dirais pas qu'on a de l'excès, on exporte même. Donc, ne réduisons pas nos politiques agricoles à quelque chose, à un contexte, je dirais, clairement non provoqué, mais plutôt subi, c'est celui de la sécheresse. Ne nous voilons pas la face avec on veut critiquer pour critiquer. Moi personnellement, critiquer, c'est pour construire et co-construire ensemble. Et on veut vraiment trouver des solutions. Et sincèrement, M. Boari, qui est le nouveau ministre, est un monsieur qui connaît très bien les problématiques. Idric, spécialement. Et essentiellement, je dirais, c'est pas, et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'un ministre change, c'est pas que l'autre a démérité. Non, c'est que les visions peuvent changer, les politiques et
pas les politiques, c'est un mot, c'est la manière de gérer le dossier va être un peu plus différente et donc on va voir des éléments factuels, de la rigueur au niveau de la gestion et de la mise en place de ces politiques qui ont été entamées depuis pas mal de temps. Brahim Rachidi, Anzor Sabri nous dit, ils veulent co-construire. C'est positif. Ça. Oui, ils veulent oui, co-construire. Ils veulent co-construire. Qu'est-ce que vous proposez en tant que, je ne veux pas dire un vieux de la vieille, mais un ancien routier de la politique et un économiste sur l'agriculture, par exemple? Parce qu'il y a un problème d'inflation. Vous n'avez pas dit vraiment ce qu'il fallait, parce qu'il y a des prix qui sont élevés, on commence à importer des viandes. C'est Sabri a dit une réalité. L'achalandage, les marchés sont bien achalandés. Mais les prix ne sont pas accessibles. Les prix ne sont pas accessibles à la population. C'est des prix excessifs. Alors que faire? Que faire? Par exemple, revoir les circuits de commercialisation. Ça fait longtemps qu'on le dit. Le problème des marchés de gros. Le problème du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, là, ça influe directement sur le prix des produits agricoles. Et autre chose, le chômage. Parce que aujourd'hui, je ne parle pas des mythes, etc. Aujourd'hui, dans le programme électoral du RNI, on avait vraiment dit qu'on allait créer 1 million d'emplois en 5 ans. Aujourd'hui, on se retrouve avec un taux de chômage de 13,7% et avec plus de 3 700 000 chômeurs. Ça, c'est anormal. C'est vrai, les chômeurs. En tant qu'agriculture, que faire pour contourner ou pour trouver une solution pour remédier à cette question de pénurie qui devient d'eau qui devient structurelle? Je pense que Sa Majesté le Roi a bien cerné le problème en insistant sur la problématique de l'eau. Le gouvernement, ils ont tardé pour le dessalement de l'eau de mer. Et le plan vert... Sur ce point, ce n'est pas ce gouvernement qui a tardé sur le dessalement. Je ne parle pas de ce gouvernement. Moi, je parle en général. Merci. C'est Sa Majesté, il parle de tout. Il ne parle pas de ce gouvernement ou de l'autre. Moi, ça ne veut pas dire que j'incrimine telle ou telle personne, mais un remaniement ministériel, pour ce qu'on y parle, il ne s'agit pas de, contrairement à ce qui a été dit par M. Sabri, ils n'ont pas démérité. On ne change pas une équipe qui gagne. Si ces gens-là avaient fait du bon travail, pourquoi vous les avez enlevés? En politique, parfois, ça peut arriver en politique. Ça peut arriver. Il y a des équilibres, il y a beaucoup de choses qui entrent en considération. Non, mais il faut dire, c'est ça le changement, le remaniement ministériel, parce qu'on considère qu'il y a eu des erreurs de casting. Il y a des gens qui n'ont pas rempli leur fonction, on les a enlevés. Il y a d'autres qui étaient balancés pour d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec la compétence. Ça, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais au niveau de l'agriculture, ça restera subjectif de toutes les manières. Au niveau de l'agriculture, je pense qu'aujourd'hui, un pays qui produit les phosphates, les engrais, les prix des engrais sont excessifs. Les prix des engrais excessifs. Ce n'est pas le fait d'importer du cheptel aujourd'hui qui va faire baisser le prix. On importe le champ, il faut le nourrir. L'alimentation du bétail coûte cher. C'est pour cela que l'agriculture aujourd'hui vit des situations difficiles. Donc il faut vraiment voir toute la problématique agricole avec les inputs et les outputs. Les inputs, il faut voir un peu ces engrais-là, pourquoi ils coûtent excessivement cher ici. Et vous voyez qu'actuellement, les gens vendent leur bétail parce qu'ils ne peuvent plus supporter. Ils ne peuvent plus nourrir une vache qui donne 14 litres de lait par jour. Elle consomme plus que le prix des 14 litres donnés par jour. On avance si vous voulez bien. Je reste avec vous, Brahim Rachidi. Maître Abdelatif Fouabi à la justice. Il faut commencer par moi. Parce que vous parliez, je ne peux pas commencer par vous si vous voulez. Non, Maître Fouabi, je réponds. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a énormément de rumeurs qui précèdent généralement les remaniements un peu partout dans le monde. J'ai appelé Maître Fouabi hier. Je peux vous dire que c'est un ami. De longtemps, parce qu'il était dans notre écurie politique avant. Je lui ai dit, n'oubliez pas que vous êtes avocat. Vous étiez avocat et vous allez redevenir avocat. Monsieur Wahbi, c'est un homme qui fait pas mal de bonnes choses, mais malheureusement, il faut absolument qu'il maîtrise sa communication. Il faut qu'il revoie sa politique de participation souvent sur tous les parts. Les tribunaux marocains étaient en situation de paralyser pendant une année. Des grèves perlées par les greffiers, les problèmes avec les avocats, les problèmes avec les adouls, les problèmes avec... Je pense que M. Wahbi doit absolument changer d'optique et changer de méthodologie. D'ailleurs, ça c'est à l'actif du chef du gouvernement.
ils ont retiré le code de procédure pénale parce que ces lois qui sont structurantes pour 50 ans, il faut que ces lois passent à l'unanimité de toutes les cours, parce qu'on fait des lois pour tout le monde, pas pour une casse une autre. Le code de procédure civile aujourd'hui, il y a 6 ou 7 articles qui doivent être revus, et je pense que la réactivité du président du Parlement, M. Talbi El-Alami, et la réactivité de M. Miara aussi, ils nous ont dit en juillet que nous étions ouverts à accepter les propositions de modification à discuter avec le gouvernement. Et là, je pense que le chef du gouvernement doit vraiment mettre son pouvoir sur la place pour amener M. Wahbi à discuter avec. Ça ne veut pas dire discuter qu'il va prendre tout ce qu'on lui propose, mais il y a des choses anormales. Par exemple, je vous donne un seul. Nous sommes ouverts sur l'investissement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes sur l'investissement étranger. Un investisseur qui vient, et vous lui dites, oui, demain vous avez un différend avec ces Sabri, il doit 10 millions de dirhams, M. Sabri doit 10 millions à l'entreprise, on va devant le tribunal, première instance, donc on ne va pas exécuter le jugement, il faut qu'ils attendent jusqu'à ce que le jugement soit définitif, c'est-à-dire première instance, appel, cassation. Et ça, ce n'est pas valable pour l'État. Quand l'État vous condamne, il faut qu'il y ait une égalité, il faut qu'il y ait une sécurité judiciaire. Autre chose. Si on garde Abdel Fouabi, moi je reviens sur le remaniement. Parce que vous partez sur des... Moi je reviens sur le remaniement. Abdel Fouabi, moi je peux vous dire qu'il doit absolument changer de méthode et s'ouvrir sur les professionnels de la justice. La justice, ce n'est pas pour une caste marocaine. La justice, c'est pour tous les Marocains. Et c'est pour cela que ces textes qui sont importants pour le Maroc, ces textes peuvent passer à l'unanimité, mais à condition qu'il y ait une méthodologie d'ouverture de discussion. À l'unanimité oui, des textes. Oui. Le code de procédure civile, ça organise quoi? C'est la gestion des procès au tribunal. C'est pour tous les citoyens marocains. Et ça la fout mal. D'ailleurs, le code de procédure tel qu'à la première chambre, monsieur le député est là, il a été voté avec 100 personnes sur 574. C'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. 574, c'est quel chiffre ça? 574 députés. 397, 394 ou 15. 395. C'est en France qui sont à 577. Voilà. 395, il a été voté par 100 députés. C'est pas normal. Et puis il y a l'article 17. L'article 17. De quoi? Du Code de procédure civile. Oui. C'est quoi l'article 17? Je suis jugé, je suis innocenté par le tribunal en 2024. Demain, dans 10 ans, 2034, le procureur ou le président de l'autorité juge va venir, tiens, on va réviser ce jugement. Or, il y a une prescription. Il faut qu'il y ait une stabilité, une sécurité judiciaire. Et c'est ça, M. Wahbi, s'il n'a pas pris en considération ces remarques, parce que nous voulons vraiment avoir un arsenal judiciaire moderne pour le Maroc. Ce sont des remarques, si vous permettez, Brahim Rachidi, ce sont des remarques qui sont des remarques de parlementaires, c'est-à-dire de discussions entre parlementaires. Mais au-delà du problème qu'il peut avoir, qui est celui de la communication, on lui reproche une communication un peu débridée. Pour le reste, Abdel Fouabi reste en place parce qu'il a des réformes à faire passer. Non, et dans le code, le reste, c'est une discussion. Dans le code de procédure civile, il y a beaucoup de choses positives. Je vais vous donner rapidement, comme ça on laisse un autre point. C'est qu'actuellement, à Figuig, on a une action tous les deux, en jeu 30 000 dirhams. Un magistrat va me condamner, donc jugement définitif. Or, 30 000 dirhams, vous pouvez acheter 5 hectares à Figuig. Donc nous, on demande à ce que l'accès à la justice, parce que la Constitution déclare que tous les Marocains sont égaux devant la justice, soit ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on va encombrer la justice par des problèmes de réunion, mais il faut trouver d'autres formules au lieu de 80 000 dirhams, vous ne pouvez pas aller devant la cassation. On va laisser Anwar Sabri, qui est très on voit bien sage et discipliné, qui attend que son livre termine. L'avocat qui donne son plaidoyer, avocat, sincèrement. Économiste et ancien député. C'est surtout l'avocat qui a... Il a plaidé. C'est pour l'intérêt du pays, Sabri, parce que je sais qu'il y a des députés comme vous qui peuvent rectifier le tir. On est tous vraiment au service de notre nation. Sincèrement, pour revenir au Wahbi, pour moi, c'est un maintien légitime. Et je parlerai plutôt en tant qu'homme de communication, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que comme politique.
ce maintien-là montre d'un côté la confiance que nous avons dans COEB pour amener à bien les réformes dont vous avez parlé. Nous, c'est qui? Vous êtes qui? Pardon? La conscience que vous avez, c'est qui? Vous dites nous, la confiance nous, que vous nous parlez avons. de qui? Non, c'est-à-dire que nous, que la confiance qu'on a à maintenir ces OEB pour amener ces réformes à terme. Sincèrement, on a besoin de personnalités pareilles et de plus comme ça dans notre paysage je dirais, médiatique et politique marocain, qui vont avoir le courage d'avoir des opinions, des valeurs qui viendront exposer directement et qui n'aient pas peur de les assumer. Ça, pour moi, et là je parle d'un autre parti, je ne parle même pas du RNI, sincèrement, le PAM. Je suis quelqu'un qui est convaincu que les gens qui ont des valeurs, qui ont des opinions, et quand ils viennent sur la place publique et qu'ils les assument et qu'ils débattent, souvent ces derniers temps, j'ai des débats sur lesquels on travaille et mon ressenti sincère, c'est qu'on n'a pas assez de débats dans notre société. Si on débattait de tout, je ne parle pas des débats qui se passent dans les réseaux sociaux où on lynche les gens et on les ridicule, où on vient pour pas réellement, qui ne nourriront pas notre quotidien. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des débats dans ce pays, et pas uniquement les lynchages qu'il y a sur les réseaux sociaux. Sincèrement, souvent, toujours formalisé, mais il y a des moi débats. Je respecte beaucoup ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment on a parlé d'une remontée qui arrive des réseaux sociaux ou autres, parce que le débat public, et c'est Rachidi, il le connaît très bien, et je suis convaincu qu'il est d'accord avec moi sur ça, arrive des partis politiques, il arrive dans les médias, et après chez la population. Aujourd'hui, il y a un modus operandi qui a changé un peu, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un avis sur, et qui n'est pas toujours le plus objectif possible, sur un réseau social, et on le voit revenir sur la place publique comme faisant partie de notre débat. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est vrai pour deux raisons. La première, parce que les réseaux sociaux, d'abord, ce sont des citoyens, donc ils s'expriment, parfois d'une manière excessive, mais ils s'expriment. Et la deuxième, c'est que les partis, le vôtre, les autres, utilisent les réseaux sociaux d'une manière. Ça ne veut pas dire que ça doit être le moteur de notre débat. Notre débat. Ça peut servir de catalyseur de certaines idées. La démocratie, c'est la contradiction et la conviction. C'est ce que là, vous m'expliquez, et vraiment, je vous remercie pleinement, parce que quand vous dites que M. Wahbi a été maintenu parce qu'il parle et il communique. Pas ça. Ce n'est pas de cause à effet. Non, ça, c'est mon point de vue personnel. Non, si vous permettez, parce que vous avez ajouté de l'eau à mon eau. À votre moulin, on va dire. À mon moulin. Voilà. On va laisser les choses comme ça. Savary, parce qu'il communique, M. Wahbi, il communique parce qu'il y a un défaut de communication au sein du gouvernement. Il faut le dire. Il faut le reconnaître. Parce que le chef du gouvernement ne communique pas beaucoup. Bien qu'ils soient entourés de communicants de valeur, ils ont eu des postes de responsabilité qui étaient dans son entourage. Ils ont eu de responsabilité dans l'actuelle équipe gouvernementale. Mais communiquer, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire accuser les gens. Au contraire, ça veut dire donner l'information aux gens. Et une information, bien sûr, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. L'information peut être biaisée. Et je pense qu'un État démocratique, en état de démocratisation, le Maroc est un État de démocratisation, nous avons vraiment un très beau pays parce qu'actuellement, les gens parlent librement, il n'y a aucun problème, les choses ont changé. Parce que moi, j'appartiens à une génération où, en 1980, pas loin, j'étais prof à la fac et mon ami venait de débarquer en 1984.
Il y avait sur Abdelmomen une seule parabole et en capté, en cachet TV5 en 1981. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous avez le monde entre les mains. Le monde a changé. Il faut que les politiques changent. Il faut de la communication, il est vrai. Il faut la communication, convaincre. Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles. Vraiment, je tire chapeau à ce monsieur qui va prendre la responsabilité d'enseignement. Il est vrai que je suis un enseignant, au sein du gouvernement, 30 ans d'enseignement supérieur. Les enseignants sont difficiles. Je suis un pur produit de l'école marocaine. Mais c'est un secteur très délicat. Et moi, je souhaite pour ce gouvernement... Il nous reste 4 minutes, il faut absolument qu'on passe au secrétaire d'État. Je souhaite pour le gouvernement qu'il réussisse pour l'intérêt de tous les Marocains. Oui, rapidement. Là, je suis totalement convaincu. Et c'est ce que j'ai dit, le débat. Vous avez parlé, vous arrivez de l'école publique, moi aussi, et on est tous fiers du parcours des uns et des autres. Et vous vouliez passer au secrétaire d'État, je donnerai l'exemple de Hassan Saidi, qui est quelqu'un qui arrive, on en parlait tout à l'heure, qui arrive de l'enseignement et qui est aujourd'hui, et c'est un jeune, c'est un Wildshed. Oui. C'est un jeune. Il y a eu des indélicatesses que je dis là, ici à l'antenne, contre ce... Et c'est là dont je parlais du débat constructif, du fait de partir et dire des choses qui n'ont pas de sens dans les réseaux. Sincèrement, c'est quelqu'un qui a milité à l'intérieur du parti. لتدرج في دوابل وفي هياكل الحزب, c'est-à-dire que et c'est un jeune et il est arrivé ولد شاب. Les autres aussi sont ولد شاب, non? Oui. On ne va pas prendre 3 millions de ministres non plus. Donc non, c'est un joli exemple. Non, c'est quelqu'un dont on a dit sur les réseaux, il dansait dans le truc de la jeunesse. Mais c'est le président de la jeunesse RNiste. C'est un jeune homme qui est méritant, qui est arrivé à être au gouvernement. Bravo, non, c'était pas la vie privée, c'était une vie publique parce que c'était la jeunesse du RNI, mais il faisait animer. Il peut parler sérieusement. Toujours est-il que ce monsieur est un jeune homme méritant qui est enseignant, qui est arrivé à être secrétaire d'État. C'est tout. C'est pas interdit de danser en plus. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous pensez, il reste 1 minute pour vous, et 1 minute pour vous, pas une seconde de plus. Ces secrétaires d'État, est-ce que vous pensez qu'ils vont véritablement servir à quelque chose à 2 ans? Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre possession de leur On a fonction? surchargé le gouvernement pour rien. Quand vous avez un secrétaire d'État qui est président des notaires marocains, qui en confie l'emploi, qu'est-ce qu'il va faire dans l'emploi? Non, il faut être réaliste. Parce qu'on pouvait s'en passer. On a vécu sans secrétaire d'État pendant 3 ans et demi. C'est pas pour de ça, c'est pour la satisfaction des problèmes internes au parti qu'on a nommé ce secrétaire d'État. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Personnellement, si vous avez, au début, vous avez parlé des secrétaires d'État et vous avez parlé des problématiques qui peuvent survenir. Ce qui devait être nommé, Aziz Akhannouch avait dit qu'ils allaient être nommés en décembre 21. On n'a pas le pourquoi et le comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut commenter ce qui est arrivé cette semaine. C'est qu'aujourd'hui, les secrétaires d'État viennent sur des départements qui ont besoin d'avoir un vrai coup de boost vis-à-vis des ministres qui les chapeautent. Et c'est là le rôle d'un secrétaire d'État. C'est venir sur un département et être beaucoup plus proche vis-à-vis des parties prenantes dont il a la charge et pour ramener, je dirais, une accélération, on a parlé de 2 ans qui arrivent, c'est qu'une accélération de quelques sujets qui sont, et vous allez voir, qui sont en relation directe avec le citoyen, qui pour accélérer toute l'action gouvernementale. Je souhaite que leur décret de délimitation de compétences sorte dans les meilleurs délais, parce que déjà on va avoir des problèmes. Que fait le ministre, que fait le secrétaire d'État? Et nous avons vécu dans le passé des problèmes entre le ministre et le secrétaire d'État. Si vous lisez Serrachidi bien la composition, vous allez voir qu'il y a une uniformité, une homogénéité dans la définition de ces... D'accord, vous êtes la majorité, vous êtes l'opposition, on ne va pas vous mettre d'accord, mais c'est bien un débat apaisé,
autour d'un débat. Nous allons, ce gouvernement a 3 ou 4 jours, enfin 3 jours en milieu de semaine dernière. Nous allons leur souhaiter bon courage. Absolument. Parce que c'est pour notre pays, c'est pour le Maroc, c'est pour l'intérêt du pays et de sa population. Merci à vous, Anwar, d'avoir été avec nous. Merci à vous, professeur Brahim Rachid, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.